compliqué qui, à l'instar du réchauffement climatique, n'est plus un problème émergent, mais un fléau sociétal et un drame de santé publique responsable de très nombreuses maladies et coûte une fortune à la société, puisqu'on admet chaque année pour l'Union européenne, je parle de celle des 28, pas encore de celle des 27, plus de 200 milliards d'euros. Alors je vais essayer de vous rappeler un peu l'histoire. Ensuite, je vais définir ce que sont les perturbateurs endocriniens, vous en montrer les conséquences, évaluer le coût, et enfin, la cerise sur le gâteau, je vous ferai sourire avec les problèmes politiques actuels qui sont ridicules, ou dramatiques. Alors, c'est donc un problème de santé publique considérable et en 1991 a été publié ce livre qui s'appelait Stolen Future, notre avenir volé. Est-ce que nous sommes en train de détruire notre fertilité, notre intelligence et notre capacité de survie? Scientific Detective Story, c'est Theodora Kolborn qui a écrit ce livre en 1991 et c'est exactement ça, les perturbateurs endocriniens. C'est un engagement de risque pour l'avenir qui risque d'avoir des conséquences sur les générations. Alors, tout a commencé en 1962 par cette biologiste marine qui s'intéressait aux poissons, qui s'appelle Rachel Carson, qui aux États-Unis a publié ce livre qui s'appelle Silent Spring. Je pense que vous connaissez ce livre. Ça veut simplement dire qu'elle a écrit une fiction où tous les oiseaux sont morts à cause des pesticides qui sont dans les champs. Donc, de ce fait, le printemps est silencieux, il n'y a plus aucun chant d'oiseaux. C'est elle qui a attiré l'attention du gouvernement américain sur le risque du DDT et des pesticides de l'environnement, qui avait déjà tué quelques fermiers mexicains. Elle est à l'origine de la création de l'Agence américaine pour l'environnement. Elle a été déclarée, décorée par le président Carter au plus haut niveau de la République des États-Unis d'Amérique. Une femme absolument exceptionnelle. Alors après ce travail sur les oiseaux et les poissons et le DDT, un autre élément important de l'histoire, c'est la taille du pénis des alligators. Vous vous moquez certainement du pénis des alligators, mais c'est très important. Parce que Louis Geert, aux États-Unis, en Floride, a constaté que d'un lac à l'autre, en Floride, en particulier entre le lac Apopka et le lac Woodruff, la taille des pénis des alligators n'est pas du tout la même. Et ceci est fonction de la quantité de déchets hormonaux et de déchets industriels qui sont déversés dans le lac. Deuxième facteur. Vous savez également qu'en Écosse, on a des truites et des truites changées de sexe. Et vous savez enfin qu'en Europe, il y a une menace sur la contraception hormonale féminine qui contient l'éthylène-estradiol. C'est un stéroïde qui est incassable, non métabolisable, qui est libéré dans l'eau des rivières et qui pollue toutes les rivières où sont déversées les urines des femmes qui prennent l'éthylène-estradiol. Voici ce que vous attendez tous. La différence de taille du pénis des alligators entre le lac Apopka versus le lac Woodruff. Et il y a une différence importante à la fois dans les organes génitaux externes, mais également dans le taux de testostérone qui est inhibé, bloqué par la présence des perturbateurs endocriniens. Et je vais revenir, c'est la même chose chez l'homme. Alors, au point de vue de la définition, les perturbateurs endocriniens ne sont pas des hormones. Rien à voir avec l'endocrinologie. Le professeur Dudov et moi-même, nous sommes des endocrinologues, on est innocents. C'est la capacité qu'ont des produits chimiques différents des hormones classiques d'emprunter un certain nombre de cheminements de signalisation cellulaire et nucléaire, génomique et épigénétique, qui sont utilisés habituellement par les hormones, les androgènes, les estrogènes, les hormones thyroïdiennes, l'acide rétinoïque, l'aride hydrocarbone et les ligands du PIPAR. Donc l'Organisation mondiale de la santé définit endocrine disrupting compounds, les perturbateurs endocriniens, comme une substance exogène ou un mélange
qui modifient la fonction du système endocrinien et a comme conséquence des effets secondaires dangereux dans un organisme intact sur ses descendants ou les sous-populations. Définition de l'OMS, 2000. Alors, le coût a été évalué en utilisant la même méthodologie mathématique que celle du réchauffement climatique. On appelle les projections de Monte-Carlo. Ces algorithmes mathématiques, Jacques Roissy acquiesce. Ce domaine est absolument exponentiel pour dépasser maintenant très largement 200 milliards d'euros dans les pays du monde. Alors, ces perturbateurs endocriniens, EDC, sont présents partout. Dans les pesticides, c'est ce qui a été décrit par Mme Carson en 1962, dans l'eau des rivières, dans les inhalés, les poussières, des diesel et des voitures, des pneus, etc. De ce que vous mangez, y compris d'ailleurs des légumes. Certaines plantes contiennent des xénoestrogènes, ce sont aussi des perturbateurs endocriniens. Il y a également des agents qui sont transmis par la peau, donc l'inhalation, l'absorption, la peau, et bien sûr, le problème, c'est que si la femme est enceinte, elle risque de transmettre au bébé cet effet toxique et les modifications épigénétiques, et je vais vous en montrer quelques exemples qui sont maintenant très bien connus. Alors, la liste est infinie, mais ça commence avec le pétrole, une lamentable histoire où les médecins sont très très coupables, je vais en parler, mais également les produits plastiques, les bouteilles d'eau en plastique utilisées tout le temps, la dioxine évidemment, les dérivés, les perfluoroalkyles, les solvants industriels, les phtalates, le bisphénol A, et l'histoire du professeur Anna Soto de Tufts University à Boston, qui a fait toute sa carrière sur la toxicité du BPA, les dérivés du DDT, DDE, dichloro-diphényl, dichloroéthane, les pesticides organophosphates et organochlorines, vous avez suivi l'affaire de Roundup, Monsanto, etc. Et puis les PBDE, qui sont aussi des produits dérivés des plastiques. Alors, je vais tâcher d'être clair parce que le sujet est complexe. Je voudrais juste mettre en avant quelques points fondamentaux du mécanisme d'action de ces molécules. D'abord, le problème, c'est que l'exposition chez un adulte de 50 ans n'est pas la même que celle d'un enfant. Et encore moins de la femme enceinte qui a un fœtus dans son ventre, qui va supporter les conséquences. Et vous savez, c'est ce que le génial David Barker en Angleterre a appelé le DOAD, c'est-à-dire Developmental Origins of Adult Disease. Ça veut dire que l'exposition dans le ventre de la mère expose à des maladies qui vont apparaître plus tard. Les diabétologues connaissent bien l'insulinorésistance qu'on voit chez les femmes qui ont subi une famine pendant leur grossesse. Ça a été très bien décrit en Angleterre et aux Pays-Bas. Et même les anorexies mentales, la même chose. Les enfants expriment une anorexie mentale. Ensuite, les tests pharmacologiques habituels sont hors sujet. Bien sûr, ils doivent être faits, mais l'effet est minimal et utilise des voies de signalisation qui ne sont pas mesurées par ces tests pharmacologiques. Ensuite, la relation dose-efficacité n'a rien à voir. Il n'y a pas de courbe dose-réponse, il y a ce qu'on appelle une réponse non monotonique, ou une exposition même brève ou à dose répétée, infratoxique, génère des effets de type perturbateur endocrinien. Donc, l'exposition à des faibles doses a des conséquences. L'effet peut se manifester 10 ans ou 15 ans plus tard. Il est transgénérationnel. Ça, c'est nous, les médecins, qui l'avons appris avec les DES. Il y a l'effet cocktail, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais exposé à un seul perturbateur, mais à plusieurs. Vous en prenez à boire, par la peau, avec les plantes, etc. Il y a des modifications épigénétiques qui ne sont pas détectables tout de suite, et dont on voit les conséquences transgénérationnelles, et bien sûr une susceptibilité individuelle qui est importante.
le concept le plus important dont il faut, je crois, se rappeler, c'est le concept de DOAD, de David Barker, c'est-à-dire qu'il y a des modifications épigénétiques qui sont dues à l'exposition du fœtus aux perturbateurs endocriniens pris par sa mère, auquel sa mère est exposée, qui vont entraîner une augmentation de la susceptibilité à certaines maladies, cancers. Alors, nous, médecins, nous savons ça très bien. Et si vous en doutez, relisez le New England du 6 octobre 2011, qui raconte très bien l'histoire du DES. Donc, vous vous souvenez, le DES, en bref, le diéthylstilbestrol, c'est un estrogène qu'on a donné à partir des années 50, fin des années 40, aux États-Unis d'abord et ensuite dans le monde entier, pour éviter les avortements spontanés. Malgré l'existence d'un essai randomisé contre placebo fait dans les années 50 qui montrait que ça n'avait aucune efficacité, on a continué de le prescrire et en France jusqu'à la fin des années 70. La conséquence de ceci est d'une part l'existence chez la fille de cancer du vagin, très spécifique du traitement par le DES, mais on a également montré, c'est là l'effet transgénérationnel, que sur F2, il y a également des conséquences à type de cryptorchidie, testicules non descendus, donc risque de cancer, et même on a rapporté des pathologies psychiatriques chez ces enfants. Donc, ceci est la démonstration d'un effet épigénétique. Et comme le dit très bien l'éditeur du New England, l'histoire du DES doit nous ramener à beaucoup d'humilité. Ce que nous faisons est très dangereux et il faut nous souvenir que ce qu'on fait n'est pas toujours fiable et sans danger. C'est avec le temps seulement qu'on peut évaluer les conséquences de ces actions. Le DES montre que c'est un perturbateur endocrinien qui donne des perturbations épigénétiques, puisqu'il transmissible aux générations F2 et F3. Alors, l'effet non monotonique a été très bien étudié par différents auteurs dans le monde. Ce n'est pas une courbe de réponse classique. La toxicité, et ça, c'est le travail d'Anna Soto, la toxicité du bisphénol A, par exemple, un produit qui est présent dans l'encre d'imprimerie ou dans le plastique, est observé, et l'effet cancérogénétique est observé à des doses qui ne sont pas croissantes et qui peuvent être répétées ou faibles. Enfin, Patrick Balaguer, à Montpellier, a fait un travail formidable pour démontrer expérimentalement, avec son groupe à l'INRA, l'effet cocktail, où, en exposant un système in vitro, en l'occurrence l'activation du récepteur prénal X, par des petites doses de différents perturbateurs, le cocktail, le mélange, aboutit à des conséquences catastrophiques, alors que l'un seul n'a pas d'effet toxique. C'est un travail récent qui est de septembre 2015, publié dans Nature Communications, qui a fait beaucoup de bruit dans la littérature. Donc le mécanisme de ces effets, j'appelle environnement, mais c'est dans l'environnement négatif, néfaste, c'est des modifications de l'expression des gènes, par l'utilisation du vaccinalisation des hormones, les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription, des effets neuroendocriniens et bien sûr des effets épigénétiques comme ceux que je viens de vous montrer, que nous avions, nous, vus avec le DES, mais que Michael Skinner, je vais vous montrer une diapositive après, a parfaitement démontré chez les animaux de laboratoire, en transmettant à des générations ultérieures les anomalies risques liés à cette pathologie. Donc, les cibles sont tous les signaux de stimulation hormonale, estrogène, androgène, thyroïde, thyroïde, adrénaline, plus tard, mais parfois plusieurs en même temps. Alors, au point de vue de l'endocrinologie classique, ça vous intéresse peut-être pas beaucoup, il y a de multiples effets qui ont été rapportés sur l'axe gonadotrope, la libération des neurones à GnRH et leur activateur, les neurones TIS, déclenche la puberté, qui peut être activée par ces perturbateurs endocriniens. Il y a des effets au niveau de l'ovaire, sur le risque d'insuffisance ovarienne prématurée, de ménopause, et puis également sur les tumeurs de l'ovaire et les tumeurs de l'utérus. Alors, quelques exemples rapidement, parce qu'ils sont particulièrement clairs. Ça va Donc, la puberté précoce, c'est un phénomène qui est très étudié parce que bien visible. Et c'est un drame pour ces jeunes filles qui soudainement se mettent à avoir des règles avant l'âge de 7 ans et qui ont un corps qui ne correspond pas du tout à leur âge mental.
qui laissent des séquelles. Donc il a montré que lorsqu'il y a des taux de PCB qui circulent dans le sang des mères et des filles, l'âge des premières règles était avancé au moins d'1 an. Et également, d'autres auteurs ont rapporté que les filles, les femmes qui ont été exposées au BPDE, au biphényl bromé, et également une puberté, des premières règles qui surviennent plus tôt. Et on peut mesurer l'âge, on peut corréler l'âge des premières règles au niveau d'exposition et au taux plasmatique circulant. Et notre ami Jean-Pierre Bourguignon, qui est un pédiatre endocrinologue belge de Liège, a fait un travail formidable chez les filles adoptées, parce qu'il s'était rendu compte que les filles qui étaient adoptées, en particulier des filles en voie de développement, avaient une puberté plus tôt que les autres. On avait pensé que c'était la psychologie qui était responsable de ça, pas du tout. Lorsqu'on mesure dans les taux de DDE, donc un dérivé pesticide, dans le sang et les urines de ces jeunes filles, on trouve des taux 5 à 10 fois plus élevés que les autres filles belges étudiées par cet auteur. Donc c'est tout à fait clair. Et Charles Fulton à Montpellier a aussi pas mal étudié ça, donc c'est clair, il y a une relation entre l'environnement, l'âge de la puberté, les mécanismes que je vous ai dit. Alors on a parlé de la définition, de l'histoire, des mécanismes. Un mot sur les conséquences. Les conséquences, la liste est énorme. Hein. Donc l'infertilité, les anomalies de l'appareil reproductif, avec en particulier les tumeurs testiculaires et les tumeurs de l'utérus, le cancer de la prostate, cancer du sein, les anomalies, les malformations à la naissance, l'obésité, le diabète, en particulier type 2, les maladies cardiovasculaires et la cognition qui est également altérée et l'immunité. Alors, quelques prix, quelques coûts. Ça, c'est une diapositive très fameuse qui corrèle aux États-Unis la prévalence du diabète de type 2 associée à la production chimique. Vous savez qu'à peu près chaque année, nous avons autour de 180 000 produits chimiques qui sont disponibles de l'industrie de la chimie. Il y en a à peu près 2 à 10 000 qui sont nouveaux, qui apparaissent tous les ans. Et parallèlement à l'augmentation de ces produits, il y a une augmentation de la prévalence du diabète de type 2 et de l'obésité. Alors, le coût a été évalué par la Commission européenne et avec l'aide de Leonardo Trasante, qui est un Italien, et un groupe de mathématiciens et des experts que j'avais désignés pour la Société européenne d'endocrinologie et que Richard Sutton, qui est le président de la Société américaine d'endocrinologie, avait aussi désigné. Tous ces gens se sont réunis et ont calculé en utilisant cette projection de type Monte-Carlo le prix. Donc en 2014, le prix était de 160 milliards d'euros par an, 1,23% du produit général. Bon, bien sûr, ce sont des calculs, c'est pas une évidence épidémiologique, mais enfin c'est assez clair. Alors, si vous regardez par exemple la cryptorchidie, dont la fréquence augmente dans toute l'Europe, ça coûte chaque année à peu près 130 millions d'euros à la communauté européenne. Si vous regardez le risque relatif de cryptorchidie non descente testiculaire à la naissance lorsqu'il y a une exposition aux perturbateurs endocriniens, l'odd ratio est à peu près 6 versus 1,8 sans exposition. Alors également, si vous regardez la conséquence de l'utilisation des phtalates, c'est aussi un produit des plastiques sur l'infertilité, c'est énorme parce que l'altération du spermogramme rapportée par tous les auteurs à travers le monde, avec le temps, est attribuable en grande partie à cette exposition, en particulier au Danemark, ça a été très bien étudié, et le coût, il en résulte de centaines de milliers de fécondations in vitro, AMP supplémentaires et ART, Assisted Reproduction Technique, et ça représente 4,7 milliards d'euros chaque année. Enfin, le cancer du testicule est en augmentation, ça coûte moins cher, 848 millions, et la diminution de la testostérone et ses conséquences sur la cognition, l'état cardiovasculaire, l'obésité, etc., à peu près 8 milliards. Donc, et enfin, le dernier point, c'est, d'ailleurs ça fait la une des journaux, c'était dans Le Monde la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez lu, la diminution du QI, du quotient intellectuel, avec l'exposition aux perturbateurs endocriniens, a été
cette corrélation a été faite avec plus de 20% de relations de causalité avec plus d'autisme, des troubles de l'attention, etc., etc. Alors, tout ceci est compliqué, c'est mes trois dernières diapos. Mais c'est la politique maintenant, et c'est intéressant. En bref, c'est un imbroglio, un problème d'une complexité extrême. La France, par exemple, a suspendu l'usage du bisphénol A. Et c'est pas n'importe qui, c'est le Parlement qui a voté une loi pour le suspendre. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'agence européenne de l'environnement réagisse et dise « vous n'avez pas le droit. Vous devez rétablir le bisphénol A, vos preuves ne sont pas des preuves ». Donc, following a re-evaluation, BPA presents no risk for consumer health. Décision de l'Europe. Donc, la France va être obligée de faire machine arrière. Parallèlement, les toxicologues se sont révoltés. Daniel Dietrich n'accepte pas cette chimie transgénérationnelle et dit tout ça c'est des légendes, les preuves expérimentales ne sont pas aussi claires que nous trouvons in vitro, nous, toxicologues. Alors l'OMS a répondu avec Hake Berman pour dire Daniel Dietrich et ses copains toxicologues sont devenus fous. La réalité, c'est que la perturbation endocrinienne est une réalité et que ceci nous expose à un risque ultérieur. Alors, juste 2 points pour terminer. Ça, c'est Michael Skinner. C'est un très grand biologiste de la reproduction américain, le mari d'Andrea Gore, qui est une spécialiste de l'écologie aussi. Et Michael Skinner, il a montré chez l'animal de laboratoire, pardon, je vais aller trop vite, que chez la souris, il peut montrer cet effet transgénérationnel. En utilisant cet insecticide, le méthoxychlore, ça vous rappelle quelque chose, utilisé aussi aux Antilles, hein, eh bien, ou chez le rat, il induit des modifications chez le bébé qui seront ultérieures, visibles à la 2e et 3e génération, exactement comme le diéthylstilbestrol. Et ceci a été montré pour les antibiotiques et le risque de diabète, le tamoxifène et le cancer de l'utérus, c'est un même mécanisme, en dehors des avantages qu'il a pour le traitement du cancer du sein. La metformine, c'est le travail de René Haber à Paris 7, publié dans Human Reproduction, chez la femme enceinte. Et puis très récemment, le travail de Bernard Gégou sur le paracétamol chez la femme enceinte et le risque de cryptorchidie. Alors, 2 dernières diapos politiques. Enfin, la Commission européenne a été censurée par le Parlement parce qu'elle n'avait pas pris de décision sur la politique vis-à-vis du Parlement. Non seulement elle est censurée par le Parlement, mais la Cour de justice européenne, cette année, l'année dernière, a condamné la Commission européenne pour inaction, faute dans l'exercice de leur fonction. Alors, le 15 juin, c'est ma dernière diapo, je pense, Juncker, le président de la Commission européenne, est arrivé à sa conférence de presse avec des critères. Mais ces critères sont particuliers parce qu'ils sont nettement influencés par... ощутили на себе влияние абсолютно четко. Где-то включено еще что-то. C'est peut-être mieux. Dit 2 choses, c'est que c'est prouvé chez l'homme, ça veut dire que toute la recherche animale que je viens de vous montrer est hors sujet. Исследования на животных не попадают. Ce soit officiellement médié par un mécanisme endocrinien. Официально это все объясняется эндокринными механизмами. Le président de la Société américaine d'endocrinologie actuelle, et pas du tout d'accord avec cette définition, nous non plus. Je pense que le Parlement européen va également réverser cette décision de Juncker qui est trop favorable. Сделать регуляцию на основании научных данных. Alors, les coïncidences restent un danger qui nous menace. Совпадение il faut rester vigilant et faire plus de recherches. C'est un problème public absolument majeur. J'espère vous avoir. Я надеюсь, что я смог сделать резюме хотя бы краткое.